Florent Babiat, vous parlez régulièrement de votre parcours, de personnes atteintes de schizophrénie. Aujourd'hui, est-ce que vous estimez que vous êtes guéri de la schizophrénie? Alors c'est une bonne question, je dirais que je suis stabilisé, que je ne vis plus avec cette angoisse de la rechute. Ça fait 12 ans que je suis stabilisé maintenant, j'ai 37 ans et j'ai été diagnostiqué à 25 ans. Donc je ne sais pas si on peut dire que je suis guéri, je dirais que c'est pas forcément moi de dire ça, ce serait plutôt un psychiatre ou un médecin, mais je me sens vraiment bien avec les traitements que j'ai. Je fais beaucoup de sport, je fais pas mal de choses, j'écris beaucoup aussi, et ça me permet d'avoir cet équilibre que j'avais pas avant en fait. On prend son traitement à vie, on ne peut pas s'arrêter de prendre son traitement, sinon on rechute. Il y a beaucoup de risques de rechute. Moi, personnellement, je ne conseille pas d'arrêter. Il y a des gens qui arrivent avec d'autres méthodes, tant mieux pour eux, mais moi, ça ne me correspond pas. Je sais que j'avais essayé d'arrêter et ça n'avait pas marché. Donc, même si je n'avais pas fait de rechute, j'avais commencé à être nettement moins bien, à très mal dormir, et je sentais qu'il y avait un risque de rechute, en fait. Mes parents l'ont bien vu aussi. Donc, du coup, j'ai vite repris mon traitement et maintenant, c'est quelque chose à vie, mais en même temps, c'est pas grave. C'est comme quelqu'un qui serait diabétique au final et qui a un comprimé puis à prendre tous les matins, ce qui fait être bien, quoi. En tout cas, vous vivez avec et vous vivez plutôt bien puisque vous êtes auteur, vous êtes écrivain, vous faites des conférences pour expliquer comment vous avez vécu cette maladie, comment vous vivez aujourd'hui, puis vous avez un métier et même une famille, enfin, en tout cas, vous vivez en couple, vous vivez marié. C'est ça, tout à fait. Je passe un bonjour à Catherine. Votre femme. Voilà, ma femme. On va commencer par le début. À 13 ans, vous avez votre première crise. Est-ce qu'on peut l'expliquer en détail pour les gens qui ne connaissent pas, parce que beaucoup de gens ne savent pas ce qu'est une crise de bouffée délirante? Oui, alors ma première crise, donc, ça faisait quelques temps que je dormais très très mal. J'avais eu un peu un choc émotionnel parce qu'on m'avait dit que je m'étais blessé au basket au niveau des ligaments, enfin au niveau des croisés, au niveau du genou. Et donc on m'avait dit que le basket ça allait être compliqué pour moi. Donc du coup moi, quand je voulais être basketteur professionnel, je suis tombé en dépression. Et un jour je monte dans un bus. Et là, en fait, je sais pas, je pète un câble complètement. Je crois qu'une fille qui est au fond du bus, en fait, je me souviens très bien, elle avait une frange. Et je crois qu'elle dit avec la personne, avec son copain, en fait, qui était juste à côté, regarde-le, celui-là, il a l'air con. Alors qu'en fait, elle rigole juste avec son copain. Donc je prends peur et je me mets le plus loin d'elle. Comme elle est au fond du bus, je me mets juste derrière le chauffeur. Et le problème, c'est qu'au bout de quelques minutes, c'est plus juste la fille qui parle, c'est tout le bus. Tout ce brouhaha, en fait, des voix qui sont perceptibles, sauf que moi, je les interprète, et pour moi, ces voix-là, c'est même plus des interprétations, parce que j'entends aussi des voix, et du coup, ces voix viennent, c'est toujours des choses négatives qu'on rencontre, donc je prends encore plus peur, je quitte le bus, et là, c'est la première crise en bouffée délirante que j'ai faite, parce que le mot exact, c'est dans cette rentrée dans la maladie psychique, ce sera bouffée délirante au début, et c'est quelque chose que je ne dirai jamais, parce que c'est épuisant mentalement, et psychiquement, j'avais l'impression, j'étais en nage, j'avais l'impression d'avoir fait un footing, c'était très désagréable, je transpirais à chaude goutte, je ne comprenais pas pourquoi, parce que je me disais, mais t'as pas fait de sport, enfin, voilà, quoi. Et c'est vraiment quelque chose d'épuisant, en fait, on ne se rend pas compte comment ça peut être épuisant sur une crise. Et c'est depuis combien de temps? Là, ça n'a pas duré si longtemps que ça, ça a duré le temps du bus au final. Quand je suis sorti du bus et que j'ai plus vu ces gens, en fait, et que je me suis énervé, je suis allé dans un parc, il y avait un parc juste à côté de l'arrêt de bus, en fait, tout de suite, c'est parti assez rapidement, voilà. Et ça, c'était la première fois, donc à 13 ans. Est-ce que ça s'est reproduit? Malheureusement, oui. Ça s'est reproduit plusieurs fois. J'en rigole maintenant, mais je suis pas assuré que sur le moment, je rigolais pas. Ça s'est reproduit plusieurs fois, notamment une deuxième fois dans un bus aussi. J'adore les bus, il y a un truc. C'était à quel âge? Je crois que j'aime pas les lieux cloisonnés parce que vous voyez, c'est arrivé dans un bus, c'est arrivé aussi dans un métro. La deuxième crise dans un bus, j'entends, parce que j'ai fait d'autres crises, mais pas dans un bus. Mais la deuxième crise dans un bus, j'avais 18 ans. Et j'ai cru que mon papa, en fait, était décédé et avait fait, comme mon père est un gros fumeur, je m'étais imaginé, en fait, et j'avais visualisé une scène dans laquelle on voyait mon père allongé par terre dans la cuisine qui venait de succomber d'un cancer qui m'avait caché, en fait, un cancer généralisé qui m'aurait caché. Donc, du coup, dans le bus, je prends peur, je commence à pleurer. Je suis pas bien du tout, je me dis, bon, il faut que je sorte du bus parce qu'il faut que j'aille là-bas voir mon papa qui est mort, quoi. Mais dans ma tête, il est mort comme je l'ai imaginé, visualisé. C'est très réel. C'est réel, pour moi, il est forcément mort, il n'y a aucun doute, n'est possible. Et j'étais après quasiment en état de transe, je me suis dit, dans cet état-là, tu vas rentrer en contact avec le royaume des morts, tu vas ramener du royaume des morts. C'est-à-dire qu'il y a un moment,
la bouffée délirante est tellement forte qu'on se croit des pouvoirs surhumains en fait qu'on n'a pas, mais on y croit vraiment à 100%. Quelqu'un serait venu me dire, c'est pas, de toute façon, bon, je ne l'aurais pas dit, parce que c'est tout, c'est à l'intérieur, mais quelqu'un serait venu me dire, tu peux pas ramener du royaume des morts. Moi, dans ma tête, c'était une idée fixe en fait, et je ne pouvais pas aller à l'encontre de ça comme une pulsion que tu ne peux pas contrôler au final. Donc je rentre chez moi, et là je vois mon papa, salut, ça va? Disons que c'était court, t'es pas parti longtemps. Et là, c'était incroyable, quoi, parce que, enfin, moi, c'est triste à dire d'un côté. Tu as l'impression que tu vis un enfer quand tu as de la distance après, mais seulement quand j'ai vu que mon père était vivant, c'était presque le plus beau jour de ma vie, quoi. Mon père était vivant, quoi. Et le lendemain matin, j'ai cru que j'avais fait comme un rêve ou un cauchemar. C'était dans une autre réalité, vraiment. Parce que cette crise dure quelques minutes, mais par la suite, vous avez l'impression que tout ce que vous avez vécu durant cette crise est réel. Oui, tout à fait. En fait, le problème dans cette crise-là, c'est qu'on n'a plus une capacité de raison au final. C'est comme s'il y avait la zone dans le cerveau, l'hémisphère qui gère la raison, qui disparaissait. Et au final, c'est cette forme de folie qui vient s'emparer de notre être. Et on n'a plus de capacité de distance, de jugement, de raison en fait. Et tout ce qui nous est envoyé dans notre cerveau, que ce soit des images, des sons, bah, finalement on y croit parce que c'est notre nouvelle réalité au final. Qu'est-ce qui a pu y avoir comme idée fausse comme ça durant toute votre adolescence avec ces crises? Qu'est-ce que ça a pu générer? Ouais, alors ça a généré, ça se voit moins maintenant, mais une très grande timidité à l'époque. J'avais très peu d'amis, voire pas du tout, et, sauf dans le sport, au basket un petit peu. Ça a généré beaucoup d'angoisse, beaucoup d'anxiété, parce que j'ai masqué tout ça pendant des années, des années et des années. Par peur d'une nouvelle crise, c'est ça? Non, par contre. Je voyais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas bien, mais je ne savais pas ce que c'était. Moi, les bouffées délirantes, franchement, à 13-14 ans, je ne savais pas ce que c'était. La schizophrénie, j'en avais vaguement entendu parler, mais je n'associais pas ça à ce que j'avais. Moi, la schizophrénie, pour moi, c'était les tueurs en série, enfin, les faits divers, tout ce qu'on voyait dans certains médias. Oui, moi, j'ai associé ça à ça, parce que c'est ce que je voyais aux informations et dans certaines séries télévisées. Donc, pour moi, je n'étais pas atteint de cette maladie, mais je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais ce qui me sauvait, entre guillemets, ou ce qui faisait aussi ma perte, c'est qu'au bout de quelques temps, je retournais à une situation normale, c'est-à-dire que les crises n'étaient que passagères. Et après, il y a 6 mois après la crise, j'avais quasiment oublié la crise, quoi. J'étais passé à autre chose, jusqu'à la prochaine crise, quoi, en fait, c'est ça. Donc, durant votre adolescence, vous avez eu différentes crises, vous n'avez jamais été diagnostiqué, vous ne saviez pas ce que vous aviez, vous pensiez être différent, donc qu'est-ce que vous imaginiez? Ah, là, c'est... Je voyais bien que j'étais différent, je me disais que j'avais des moments de... Bah, en fait, c'est compliqué parce que sur le moment de la crise, on n'a pas conscience d'être dans la folie ou d'être dans une altération de la réalité. Par contre, après, quand on prend la distance, que je dormais mieux, que mon esprit était reposé, je me disais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais je n'avais pas de réponse. Je me posais plein de questions, mais je n'avais aucune réponse au final. Et vous en parliez autour de vous? Non, pas du tout. Bah non. C'est pas honte? évident à 13 ans. Oui, j'avais honte. C'est pas évident à 13 ans de dire j'entends des voix, j'ai des hallucinations. C'était compliqué, quoi. Et puis je me suis dit, j'avais peur aussi peut-être des conséquences de si je disais ça. Donc, du coup, étant un peu malin, j'avais un peu peur, peut-être dans un sentiment de vouloir me protéger. Je ne savais pas ce qui pouvait se passer si je disais ça. En fait, j'avais pas été enfermé, je ne savais pas trop. Je ne savais pas en fait ce qui pouvait se passer, mais c'est vrai que j'avais beaucoup d'angoisse, d'anxiété et de honte en fait, et ça prend beaucoup d'énergie au final tout ça. Et alors vous avez été diagnostiqué beaucoup plus tard, à l'âge de 25 ans. Oui, tout à fait. Comment ça s'est passé? En fait, j'ai fait une crise de bouffée délirante, mais plus grave encore, c'est-à-dire visible aux yeux de tout un chacun. Ma copine de l'époque, Angélique, était venue donc à Rennes, et moi je me suis imaginé que mon père était militaire. Et donc maintenant il est à la retraite, enfin bref, et donc du coup je me suis imaginé que mon père qui était parti au Brésil, quand il est revenu, qu'il avait une nouvelle famille là-bas, et qu'il avait une autre femme, d'autres enfants là-bas, et que c'est pour ça que nos rapports étaient compliqués en fait. Et donc du coup, et c'était très étonnant parce que je voyais que j'étais pas bien ce jour-là, mais si vous voulez, j'avais pas d'idée négative sur mon papa à ce moment-là. C'est venu, c'est comme quelque chose qui vous traverse l'esprit et puis qui vous reste. C'est-à-dire ça vous transperce, mais ça repart pas en fait. C'est pas quelque chose qui rentre par une oreille et qui ressort par l'autre, malheureusement. C'est resté, cette idée est restée fixée, et elle s'est développée dans mon cerveau comme une gangrène au final, et après ça a explosé dans le sens où c'était forcément vrai. Donc quand mon père nous a appelés tous pour aller manger, parce que c'est lui qui faisait souvent à manger, il adore préparer à manger.
je me suis levé comme une pulsion en fait. Et je suis allé vers lui, je l'ai secoué très violemment par les épaules. Et là, toute ma famille, mon frère, ma soeur, ma mère, ma copine de l'époque, ils se sont réunis pour nous séparer. Et en fait, ce n'est que rétrospectivement que je vais voir l'horreur du truc, c'est dans leur regard, parce que je vais m'en souvenir de leur regard qu'ils vont porter sur moi à ce moment-là. Et après, quand je vais avoir un peu de distance, je vais me demander qu'est-ce qui s'est passé, et voilà, quoi, pourquoi j'ai fait ça en fait. Qu'est-ce qu'il y avait dans leur regard? De la peur, de la peur. De la peur, moi j'ai vu mon père terrorisé par son fils, c'est un truc que je n'oublierai jamais, quoi. Ça fait. Enfin, faire peur à son père, c'est pas top comme sentiment, donc c'est quelque chose que. Ouais, c'est La peur de vous, la peur de la violence, ou la peur de l'incompréhension. ce qui se passe? L'incompréhension, parce que c'était pas moi, j'avais jamais été violent. Enfin voilà, et c'était quelque chose que personne n'aurait pu deviner au final, quoi. Et donc, du coup, c'était comme s'il y avait un truc qui était à la maison, en fait, au final, c'était ça. Ouais. Et je ne me reconnaissais pas non plus, après, quand j'ai pris de la distance. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Enfin, pourquoi tu as fait ça? Enfin... Et du coup, vous êtes allé consulter, ça s'est passé comme ça? Oui, alors du coup, ma maman et mon papa m'ont dit, écoute, il faut aller voir un médecin, c'est pas normal, voilà, on voit bien que tu es tout le temps énervé, parce que j'étais pas violent physiquement, mais verbalement, je supportais pas les reproches, ou je m'enfermais dans ma chambre, enfin, je m'isolais vachement en fait, je restais enfermé des heures dans ma chambre, en prétextant que soit je faisais du sport, que je jouais aux jeux vidéo, c'était pas vrai en fait. En fait, j'essayais de faire taire ces voix, et donc du coup, mes parents... Quelles restaient ces voix? Pendant cette période-là, oui, parce que la crise a duré plus longtemps en fait. Et donc du coup j'ai consulté un médecin et j'ai eu de la chance, parce que j'ai menti au médecin. Le médecin me demande si j'entends des voix, et moi, ah non, moi non, j'entends pas de voix, non, non, pas du tout. J'avais peur de ce qu'il allait me dire, des conséquences. Au final. Au moment où il vous parlait, vous entendiez ces voix? Non, là, j'étais déjà un peu redescendu, mais j'étais encore. J'étais pas en état normal non plus, quoi. J'étais encore. Il y avait aussi une paranoïa, enfin, ouais, j'étais pas encore bien redescendu quand même. J'avais plus ces voix, mais il fallait vraiment faire quelque chose, quoi. Et donc, du coup, le médecin m'a posé plein de questions. Ça a duré, on a eu comme un entretien qui a duré presque 40 minutes. Et à l'issue de cet entretien, donc j'ai été interné dans un hôpital psychiatrique. Et je ne savais pas ce qui m'attendait en sortant le lendemain chez mes parents, parce que c'était le lendemain de la crise. Hein. Et donc j'ai été interné. Ça a été très difficile parce que le moment où j'ai été interné, je ne me souviens pas de ça. C'est bizarre. En fait, ma mère m'a raconté que je divaguais sur la rue et je pensais que les voitures, c'est ce que je lui avais raconté après, que les voitures allaient me transpercer sans me toucher parce que j'avais des pouvoirs, en fait. Mais c'est étonnant parce qu'encore aujourd'hui, c'est un moment dont je ne me souviens absolument pas. Ma mère a été très choquée par ce moment, parce qu'elle a dû me rattraper pour éviter que je me fasse écraser. Et par contre, je me souviens bien, à partir du moment où je suis rentré dans l'ambulance, là je m'en souviens, pour moi c'était un convoi exceptionnel, c'était pas une ambulance qui était là pour me faire sortir du pays parce que j'étais recherché par la police, des agents secrets, des profs, enfin il y avait tout un complot contre moi, il y avait cette forme de paranoïa exacerbée. Et donc c'est aussi un moment très difficile aussi parce qu'on s'imagine tout ça, mais on y croit tellement que ça nous épuise au final. Ça épuise, et puis après il faut... Et ça épuise la famille aussi, parce que c'est pas facile pour eux non plus à ce moment-là. On continue à parler avec vous, Florent Babillotte. On continue à parler de votre parcours juste après une pause. Notre grand témoin aujourd'hui, notre grand témoin bien dans sa tête, se nomme Florent Babillotte. Florent qui est auteur du livre Obscure Clarté aux éditions Laus. Il est également conférencier et il témoigne de son parcours. Il a souffert il a été atteint plus exactement de schizophrénie affective et il en parle aujourd'hui dans cette émission Grand témoin bien dans sa tête. Alors vous nous racontiez comment vous avez été interné pour la première fois dans un hôpital psychiatrique suite à une crise importante. Comment ça s'est passé au sein de l'hôpital psychiatrique? Alors l'équipe soignante déjà elle était vraiment avec moi très prévenante et je les remercie encore aujourd'hui. Mais ça a été très dur au début hein, parce qu'on a des médicaments. Dans le premier temps, ce qu'ils font, c'est qu'ils essayent de reposer votre esprit. Donc, vous dormez énormément. Moi, je dormais sur 24 heures, je dormais 20 heures. Clairement, la première semaine, ouais. Pour quelqu'un qui était très sportif et qui aimait faire beaucoup de choses dans une journée, je peux vous assurer que c'était très dur. Puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ma copine de l'époque a voulu venir me voir
qu'ils ont refusé parce qu'ils voulaient savoir un peu ce qui. Avant, en fait, ils cloisonnent dans un premier temps pour voir, et ils vous posent des questions pour savoir en fait comment ça se passe aussi avec votre entourage. Donc, du coup, moi, j'avais menacé de me suicider je ne le raconte pas dans le livre, ça, je crois pas, par l'intermédiaire de mon psychiatre que j'ai vu à ce moment-là. Et donc, du coup, au bout d'un mois, j'étais dans une unité encore plus fermée. Là, je ne pouvais pas sortir de l'unité, même pas aller dans le jardin, par exemple. Aucune visite? Pas de visite les premiers jours, donc une visite sans l'aval du psychiatre, il n'y avait pas de visite possible. Donc c'est vraiment très dur. Voilà. Même personne est en prison en fait, même si les soignants font du mieux qu'ils peuvent. Mais c'est vrai que c'est privation de liberté, c'est pas évident quoi. Quand tu es habitué, moi j'ai vécu dans une colline, il y a un chapitre d'Obscure Clarté, ma colline mystérieuse. J'ai vécu dans une colline, dans les forêts et tout, du jour au lendemain, je me retrouve dans un hôpital psychiatrique. En plus, j'étais avec des gens, il y avait des gens qui étaient des anciens prisonniers, tout ça. Moi, j'étais pas habitué à tout ça, quoi. Même si je ne jugeais pas, ça m'a fait bizarre, quoi. Et dans les premiers jours, du diagnostic aussi, vous ne saviez pas que vous étiez. Mais ça, c'est venu après. En fait, je vais vous dire, franchement, les premiers jours, j'étais tellement dans mon monde. J'ai pris mon téléphone portable et je l'ai explosé dans ma chambre. Je pensais que c'était sur table d'écoute, donc j'étais encore dans mon délire. Et il a fallu que les médicaments agissent, ça a pris plusieurs jours avant que je réalise que j'étais dans un hôpital. Parce que j'étais dans un monde parallèle, clairement, quoi, les premiers jours, hein, vraiment. Et c'est pour ça aussi que je n'avais pas conscience de la gravité de ce qui m'arrivait, parce que pour moi, j'étais une victime. Donc c'est ça le. Mais vous étiez une victime? Oui, mais j'étais une victime, quand je dis que j'étais une victime, dans ma paranoïa, j'étais victime puisqu'on m'écoutait, j'étais recherché, enfin, ce genre de choses. Donc ça continuait. Et par exemple, à table, quand on mangeait, j'avais l'impression de voir d'anciens profs de la fac de droit, il y avait des agents secrets qui s'étaient déguisés en patients, enfin, vous voyez quoi. Donc j'étais encore dans mon délire, les premiers jours, c'était atroce. Vous étiez complètement dans l'imaginaire. Ah ouais. Et comment on en sort? Dans un premier temps, il y a le traitement, il y a le fait de se reposer, parce que moi, j'avais beaucoup de manque de sommeil aussi, ce qui fait que mon cerveau a disjoncté. Les premiers jours, ça a été aussi très dur, j'ai eu des effets secondaires, on a dû changer de traitement, parce que j'étais atteint de potomanie, je passais mon temps à boire, et ça devenait dangereux. On peut aussi en mourir quand c'est mon cas extrême, moi c'était assez extrême, donc du coup ils ont pris peur, ils ont changé la molécule, et c'est là que ça commençait à aller mieux en fait. Au bout de 2 semaines, on a changé la molécule, et au bout de 3 semaines, ça commençait à aller mieux au niveau mental, j'ai commencé à dormir un petit peu moins et à pouvoir refaire moins léthargique au final. Quoi, ouais. Donc vous êtes resté 1 mois environ là-bas? 1 mois, ouais. Et vous êtes sorti, vous alliez mieux ou vous étiez comment? Ah non, j'allais mieux, oui, j'étais plus en crise, mais tu as quand même une estime de soi en berne, parce que quand on dit que tu as une schizophrénie, tu as l'impression que ta vie à ça, tu as 25 ans, que tu as une épée de Damoclès au-dessus de la tête parce que tu ne sais pas quand tu vas reprendre. Tu te dis quel employeur voudra une personne atteinte de schizophrénie, même si les employeurs ne sont pas tous au courant, c'est compliqué, parce que forcément ça peut se voir si tu fais une crise ou ce genre de choses. Donc, moi j'avais aucune certitude, je savais pas si mon traitement allait marcher sur le long terme. Et puis en plus, franchement, je connaissais très peu tout cet univers-là, la schizophrénie, ça m'était étranger à l'époque. Donc ça a été très dur les 2 premières années. Moi, il m'a fallu vraiment 2 ans pour être mieux. Je dormais beaucoup, j'avais des traitements très lourds à l'époque. Et je me souviens d'un jour où ma maman, au bout d'1 an, ou je ne sais plus, 1 an et demi, même si j'avais essayé quelques expériences dans le domaine de la vie active, mais que c'était sonné par des échecs parce que j'avais une difficulté de concentration. J'ai essayé téléopérateur, j'ai été aussi. Après, j'ai essayé. J'étais gardien d'immeuble, c'était un peu mieux parce que j'étais à mi-temps, donc là ça se passait bien. Mais c'est vrai qu'à temps plein, j'avais beaucoup de difficultés à tenir un rythme en fait. En raison de ce traitement très lourd. En raison des difficultés de concentration que j'avais, que je n'avais pas avant en fait. C'est vrai que et ce traitement en fait, il a diminué progressivement au fur et à mesure que mon état s'est amélioré dans le sens où j'avais plus de crise. Et c'est là, au bout de 2 ans, j'ai commencé à avoir d'autres projets, à vouloir écrire Obscure Clarté, à vouloir devenir aide-soignant. Et pourquoi aide-soignant? Ça vient d'où ça? En fait, quand j'étais. Ça vient de plusieurs choses. Quand j'étais interné, j'ai eu une équipe soignante qui m'a vraiment beaucoup appris, qui m'a beaucoup aidé, qui n'a pas été du tout dans le jugement par rapport à mon papa, par rapport au fait que j'avais violenté mon papa. Enfin voilà, et je me suis senti rassuré. Ça m'a rassuré aussi de voir que même si c'est dur, le fait de savoir ce que j'avais, il y a un côté séparation d'avoir une schizophrénie, je m'exprime mal, mais au moins on sait ce qu'on a. Parce que moi j'avais beaucoup de questions, j'avais aucune réponse au final. Donc là, moi je commençais à avoir quelques réponses. Je savais ce que j'avais, je savais qu'il y avait des traitements, je savais que c'était très tôt de s'en sortir, mais que ce n'était pas non plus impossible.
Et donc, du coup, c'est vrai que c'est ce qui m'a aidé. Et il y a aussi le fait de devenir aide-soignant, ça a aussi été parce que quand j'étais à la faculté de droit, hein, j'étais auxiliaire de vie auprès de personnes handicapées pour payer mes études. Donc, quand j'ai dû me recycler, parce que je voyais que le droit c'était trop compliqué pour moi, j'ai fait une évaluation de milieu de travail, une UMT, ça s'appelait à l'époque. C'est très bien passé et j'ai décidé de passer le concours d'aide-soignant en fait. Vous saviez que c'était pour vous, que vous pouviez, vous aviez cette empathie, vous aviez cet intérêt pour les autres, et c'était pour vous, c'était tout à fait quelque chose que vous quand j'ai fait le MT, ça m'a semblé évident, quoi. Et puis l'équipe m'a vraiment porté là-dessus. Et mon conseiller, parce qu'on avait un conseiller, à l'époque, c'était pas le Pôle emploi, c'était un autre organisme. Mais donc, du coup, il y avait tout un dossier à faire et ils avaient mis un avis très favorable. En fait, donc c'était évident. Moi, c'était une évidence. Ouais. Et vous êtes lancé dans cette formation, dans une formation pour devenir aide-soignant? Tout à fait. À Châteaubriand, et ce qui était compliqué au début, c'est que je n'avais pas fini mon livre sur Clarté, donc il me fallait encore 1 an. Et la formation dure 1 an. Et donc c'était compliqué, mais en même temps, ça s'est très bien passé. C'est vraiment un moment que je ne me dirai jamais, quoi, parce que j'ai rencontré des gens formidables, des cadres formidables qui nous ont beaucoup appris, notamment sur la relation soigné-soignant, sur le métier d'aide-soignant, qui nous ont poussé à voir plus loin toujours. Et vraiment, c'est mémorable. Alors vous êtes passé de soigné à soignant. Comment ça se passe dans la tête? Est-ce que c'est pas compliqué? Je m'en suis rendu compte que j'étais passé de soigné à soignant quand je suis retourné à Guillaume Régnier pour un stage de l'hôpital psychiatrique où j'avais été. J'ai aussi travaillé, mais j'ai d'abord fait un stage là-bas. Et quand j'ai fait mon stage à Guillaume Régnier, le premier jour, franchement, j'ai eu besoin de m'asseoir 5 minutes parce que ça n'allait pas. Il y avait des gens que j'avais rencontrés il y a plusieurs années qui étaient encore là. Il y avait des dossiers, je voyais les dossiers, j'ai l'impression que c'était moi, quoi, il y a quelques années. Donc, du coup, j'ai eu besoin de me dire. Et à un moment, je me suis dit, tu pourrais encore y être. Donc, du coup, ça m'a fait bizarre. Mais je me suis dit, mais oui, mais tu pourrais y être, mais tu n'y es plus dans un sens. Tu as réussi à devenir aide-soignant. Donc, du coup, essaye de positiver, en fait. Et puis, l'équipe soignante a été gentille avec moi. Ils m'ont laissé me poser 10 minutes. Vraiment, je n'étais pas bien. Je pense que j'avais déjà été reconnu par une personne, mais qui a été très discrète et qui n'en a pas parlé, quoi. Et du coup, ça s'est super bien passé, quoi. Et maintenant que vous êtes aide-soignant, quel regard vous portez sur les personnes atteintes de schizophrénie qui sont justement dans les hôpitaux? Il y a beaucoup d'empathie, forcément, parce que je me reconnais forcément à tout ça. Je l'ai vécu aussi. Il y a un regard différent par rapport à d'autres soignants, sans juger, forcément. On ne peut pas demander à une personne qui n'a pas vécu les choses, ce genre de choses, d'avoir le même regard. Forcément, c'est différent. Mais j'essaie d'apporter, et c'est aussi pour ça que je fais des conférences. Là, on m'a demandé récemment de faire des journées de formation par rapport aux instituts de formation, aux soins infirmiers, aux soins aides-soignants. Parce que vous avez un double regard, celui du soignant et celui du soigné, vous pouvez apporter plus que les autres. J'essaye, après c'est prétentieux de dire plus que les autres, mais j'essaie d'apporter au moins ma vision à moi, quoi. Voilà, ouais. Et si on peut faire avancer les choses, c'est pas mieux. Ma vision à moi, c'est qu'on fait tous des erreurs, que ce soit en tant que soigné, en tant que soignant. Mais ce qui compte, c'est que la vérité du jour n'est jamais la vérité du lendemain, si vous voulez. Moi, par exemple, je peux très bien tester une technique sur une personne soignée. Le lendemain, je teste la même technique, et dans un autre état d'esprit, ça ne marchera pas du tout. Donc, il faut toujours se remettre en question. C'est le propre de ce métier-là, c'est qu'on touche à l'imperceptible, on touche à l'humain. Donc, il faut se remettre en question tout le temps, en fait, souvent. Et aussi accepter qu'on est des humains, qu'on peut aussi faire des erreurs. Moi, j'en fais, mes collègues, ils en font, on le fait tous. Mais quand tu fais une erreur, il faut la faire, parce que ça nous arrive à tous, avec humanité. Il faut toujours montrer à la personne que tu soignes qu'elle compte pour toi et que tu la considères comme un être humain et pas juste comme quelqu'un qui est malade ou atteint d'une maladie, en fait. C'est important, ça. Est-ce que vous avez certains collègues qui vous ont choqué, qui vous ont paru mauvais aides-soignants? Ça m'est arrivé de rencontrer une infirmière qui m'avait choqué. Dans son travail, je ne l'avais pas vue dans son travail parce qu'on n'était pas dans le même secteur, mais quand elle venait pour les pauses, on se croisait. Et en fait, elle avait travaillé dans un hôpital psychiatrique avant. Et quand elle parlait des personnes atteintes de schizophrénie, ça faisait juste froid dans le dos, en fait. Pour elle, il y avait ils étaient enfermés, donc ils étaient fous, puis de toute façon, il n'y avait aucune possibilité qu'ils en sortent, quoi. En fait, elle n'était pas au courant de ce que j'avais. Vous ne lui avez jamais dit? Non, elle l'a su après, parce que j'ai fait un passage à la télé, et j'ai entendu, c'était assez bizarre, parce que j'ai entendu, je passais dans le couloir, et j'ai entendu dire oui, et en fait, elle s'est rendue compte de certaines choses, elle a dit qu'elle regrettait à une collègue, parce qu'elle m'avait dit ça,
Et elle dit, bah oui, Florent, il a jamais osé m'en parler, mais en même temps, j'ai dit des choses pas très gentilles, quoi. Et donc, du coup, je me dis, bah c'est génial, moi, si ça peut lui faire changer de vision, c'est super, quoi. Et après, je suis pas là pour juger les soignants, c'est pas du tout le but. Mais même moi, par exemple, quand je n'avais pas la maladie, si j'avais été soignant sans avoir la maladie, peut-être que j'aurais eu un regard totalement différent, je sais pas. Donc c'est Quel difficile. regard ont les aides-soignants en général sur les personnes atteintes de schizophrénie? Bah, ça dépend dans le domaine dans lequel ils travaillent, parce que ça, il y a des aides-soignants qui travaillent dans des maisons de retraite, dans des hôpitaux, en service médecine, en gériatrie, Donc là, je parle plutôt des aides-soignants en psychiatrie. qui s'occupent des personnes. Bon, en général, c'est plutôt affectueux quand même, comme oui, parce que et puis, il y a beaucoup de tendresse, moi je trouve. Après, par contre, il y a un gros déficit au niveau des moyens. On ne peut pas se syndiquer, ou c'est très compliqué de se syndiquer, parce que, enfin si on peut se syndiquer, mais c'est très compliqué dans le sens où la grève est très mal vue. Et donc, du coup, on n'ose pas faire pression ou pas assez. Et, euh, et du coup, bah, il y a très peu de personnel, il y a beaucoup de travail, et c'est finalement les personnes soignées qui en pâtissent, et les soignants aussi. On va continuer à parler avec vous. Vous êtes notre grand témoin bien dans sa tête, Florent Babiotte. Continuez à parler de votre parcours. Florent Babiotte est notre grand témoin aujourd'hui, notre grand témoin bien dans sa tête. Il est aide-soignant, il est écrivain, il est conférencier et il est atteint de schizophrénie. C'est la raison pour laquelle il est aujourd'hui présent. Il nous raconte son parcours. Alors, il est dans un état stable. Vous êtes stabilisé, Florent. Après beaucoup d'épreuves, vous êtes passé en hôpital psychiatrique, on en a parlé. Vous avez toujours un traitement lourd à prendre quotidiennement. On a parlé de vos crises, de bouffées délirantes. On n'a pas parlé du regard qu'avaient les autres sur vous, votre famille, comment elle a pris les choses. J'ai eu beaucoup de chance, hein, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai une famille très compréhensive. Il y a une phrase de Dr Clarté que j'aime beaucoup, c'est que la main... Alors c'est votre livre qui raconte entre autres votre parcours, mêlé avec des textes de fiction. Voilà, enfin des textes de poésie plutôt. Et c'est vrai que cette phrase, en fait, elle dit que la main de mon papa m'avait quitté durant l'adolescence et que la maladie finalement allait nous rapprocher. C'est tout à fait ce qui s'est passé, parce que mes parents se sont inscrits à des groupes de parole comme une femme pour se renseigner sur la maladie. Et du coup, bah, ils ont été très prévenants, presque même des fois trop, dans le sens où ils voulaient faire les choses à ma place. Et ça partait d'un bon sentiment, mais c'est pas toujours très positif. Moi, je suis resté longtemps chez mes parents, jusqu'à 25 ans quand même. Hein. Voilà. Mais ça nous a rapprochés, puis ça nous a unis avec mon frère aussi et ma soeur, qui étaient très prévenants. Par contre, en dehors de la famille, moi j'avais encore honte à l'époque, et mes amis n'étaient pas au courant. J'ai arrêté la fac de droit du jour au lendemain sans prévenir. Et quand je recroisais, parce que j'aimais bien aller à la bibliothèque, je suis passionné par tout ce qui concerne l'univers, je regardais et toujours je lis des magazines type Sciences et Vie, etc. Et j'ai croisé d'anciens collègues de la fac. Ah, bah alors, Florent, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, et à l'époque, je leur disais, bon, ouais, moi ça m'intéresse plus, droit. C'était pas du tout, je me mentais, hein, voilà. Et vous cachiez les À choses, l'époque, oui, tous sauf aux membres de votre ouais, famille. les gens vont apprendre, mon entourage va apprendre la maladie, en fait, quand le livre sur la Terre va sortir. Ah, seulement? Ouais, et il va falloir leur expliquer, ça va pas être évident, ouais. Ouais, parce qu'il y a des amis qui vont me reprocher un peu ça, pas méchamment, mais en me disant, mais on aurait pu comprendre, Florent, tu sais. Mais moi, j'avais cette fierté peut-être de ne pas vouloir montrer une faiblesse, en fait, je sais pas. C'est tout à fait compréhensible, c'est une maladie qui fragilise beaucoup, on ne peut pas montrer qu'on est fragilisé. Il y a de l'impudeur peut-être à écrire un livre sur soi. Oui, oui, probablement. Bah, de toute façon, quand on écrit, on se livre de toutes les façons, on se livre forcément. Mais dans un premier temps, quand j'ai écrit, je vais être honnête, je ne pensais pas qu'il serait publié. C'était un peu égoïste à la base, c'était pour me faire plaisir. Et puis j'avais besoin de sortir beaucoup de choses. D'ailleurs, quand j'ai commencé l'intro de Dr Clarté, j'ai juste commencé. Et j'ai mis au grenier chez mes parents en me disant, il y a une phrase aussi de Dr Clarté, c'est je ne me sentais pas de taille pour affronter mes frères. Bon, bah, c'est exactement ça. J'ai commencé l'introduction et quand j'ai vu tout ce qui sortait, ça m'a fait peur. J'ai mis ça dans le grenier, j'ai appris ça que 2 ou 3 ans après en fait. Et heureusement, le feuillet était resté. Et vous l'avez publié sous votre nom, vous auriez pu le faire sous un pseudonyme? J'y ai pensé, j'y ai pensé, puis je me suis dit, parce que quand j'étais au fond du trou, et Dieu sait que j'y étais, je me disais toujours, il faut que tu trouves quelqu'un qui s'en est sorti. Et je ne trouvais pas, ça m'énervait, en fait, les gens, il y en a qui s'en sortent, qui sont atteints de schizophrénie, mais ils n'en parlent pas parce qu'il y a ce tabou-là, en fait. Et moi, je trouvais ça dommage. Je me suis dit, si un jour, tu as cette chance d'en sortir, il faudra que tu fasses quelque chose pour les gens qui sont en souffrance
cause de cette maladie en fait. Pour leur montrer qu'on peut s'en sortir, Voilà. pour leur montrer qu'il y a une lueur d'espoir, c'est ce que vous dites. Oui, c'est ce que je dis souvent et j'ai eu de la chance aussi d'être quelqu'un de très sportif et ça m'a aidé dans le sens, sur le côté du dépassement de soi, de dépasser ses limites. Il y a plein de facteurs qui rentrent en compte pour se sentir mieux, se stabiliser. Et c'est vrai que cette notion du dépassement de soi inculquée par le sport, parce que moi je voulais être basketteur professionnel, donc même si j'ai pas réussi à devenir basketteur professionnel parce que je me suis blessé gravement plusieurs fois au genou, c'est pas grave. Au moins j'ai été au bout de mon projet, c'est-à-dire que j'ai tout donné en fait pour le faire et j'ai rien à regretter. Donc du coup ça m'a quand même donné de la confiance et ça m'a montré que les limites elles sont faites pour être repoussées au final. Est-ce que ça a donné cette confiance qui vous a permis d'assumer en votre nom ce témoignage, le témoignage dans ce livre? Sûrement, et la psychologie positive aussi. Je disais souvent, ça peut paraître un peu prétentieux, mais quand je faisais des matchs de basket où il y a un contre un, dans ma tête il y avait une phrase que je me répétais, qui m'avait été inculquée par un coach en fait. C'était une psychologie positive, c'était juste tu es plus fort qu'eux, tu vas les battre. Et je me répétais ça de façon névrotique jusqu'à ce que ça arrive. Et croyez-moi ou pas, je peux vous assurer que quand vous induisez ça, vous le mettez dans un tel état de transe que vous concentrez toute votre énergie sur un moment de la journée, sur ce match par exemple, et qu'à 90% ça marche en fait. Quand on induit des choses positives, finalement ça nous est rendu. D'accord. Alors je voulais qu'on revienne sur cet épisode. Vous aviez caché votre maladie, et puis là, avec ce livre, vous l'assumiez, vous avez montré à votre entourage, même à des personnes qui ne vous connaissaient pas, certainement, en ont pris conscience. Est-ce que ça a été difficile de sortir, sachant qu'on allait poser sur vous un regard différent? Alors, on voit tout de suite qui sont les vrais amis, parce qu'il y a des gens qui prennent peur, qui ne comprennent pas, et ça je peux comprendre aussi. Mais il y a des gens qui jugent, par contre ça je comprends. Moi je ne suis pas quelqu'un de... je suis pas quelqu'un du genre dans la vie de tous les jours, et heureusement. Mais même encore aujourd'hui, hein, vous savez, si je rencontre quelqu'un et que je dis que j'ai cette maladie-là, il y a des gens qui vont accepter parce qu'ils me voient et qu'ils voient que je suis normal, mais il y a des gens qui ça fait peur et qui carrément ne me recontactent pas juste parce que ils savent ça, quoi, c'est tout. Qu'est-ce qu'on vous dit, par exemple? On ne me le dit pas, on ne me contacte pas, c'est le silence, c'est rien de pire que le silence. Vous voyez la peur dans la tête des gens, vous voyez que les gens ont peur? Un peu maintenant, parce que j'ai fait pas mal de sensibilisation, mais il y a des gens qui m'ont, par exemple, c'est des gens qui ne m'ont pas vu dans les émissions ou tout ça, ça peut arriver, quand j'en parle, que je vois un mouvement de recul, vous voyez, un mouvement de recul, ou attention, là, et je suis obligé d'expliquer, un peu comme si j'étais professeur, de réexpliquer la chose, pour essayer d'éduquer la personne, ou de la rééduquer sur ça, et qu'elle se change. Est-ce qu'il vous est arrivé quelque chose aujourd'hui? Non, je ne sais pas, ça va. Ça va pour l'instant. Pour l'instant, ça va. En tout cas, même dans vos crises, vous n'étiez pas dangereux. Non, mais c'était surtout vis-à-vis de moi, parce que, en fait, c'était une lutte permanente à l'intérieur, en fait. J'avais des voix qui me disaient, par exemple, telle personne te traite de con, telle personne te veut du mal, ce genre de choses, telle personne est toujours négative sur toi. Et c'était une lutte toujours interne, en fait, pour ne pas passer à l'acte au final et pas s'énerver, pas monter en pression, ce genre de choses. C'est arrivé une fois avec mon papa, comme l'épisode dont on a parlé tout à l'heure, quand je me suis secoué les épaules. Mais heureusement, c'est pas arrivé. J'ai tiré les leçons aussi de ce qui s'était passé. J'ai mon traitement, je fais aussi beaucoup de sport, ça me libère. Et comme vous êtes stabilisé, vous êtes allé beaucoup plus loin qu'écrire un livre, ce qui reste encore assez anonyme, vous êtes passé à la télévision, donc dans votre nom, avec votre visage qui apparaissait sur les petits écrans, et donc on pouvait vous reconnaître, vos voisins pouvaient vous reconnaître et savoir que vous aviez cette pathologie. C'est assez marrant, une fois il y a la factrice qui m'a dit c'est pas vous qui êtes passé à la télé, l'autre jour. Mais c'était pas méchant du tout, c'était plutôt de la curiosité, c'était très gentil. Et c'est vrai que des fois il y a des gens qui m'ont arrêté dans la rue pour me soutenir, pour me dire que c'était très bien ce que je disais, qu'il fallait continuer. Non, ça fait plaisir, quand ça arrive, ça fait plaisir. Ouais. Est-ce que ça vous a été préjudiciable sur certaines choses? C'est arrivé dans certaines équipes soignantes. J'ai travaillé dans un endroit que je ne citerai pas, où j'ai senti un jugement par rapport à la pathologie. Ça faisait un jour que j'étais rentré et ils m'ont reconnu. Et carrément, le fait qu'une personne avec schizophrénie puisse se faire ce métier-là, j'avais l'impression que ça allait gêner en fait.
Du coup, je ne suis pas resté, quoi, clairement. Moi, je veux être jugé sur mon métier, sur ce que je fais, et pas sur ma maladie, en fait. En fait, les gens doutaient de vous, sachant que vous aviez cette maladie. Oui, oui, c'était même pas. Même, quand bien on douterait de moi, c'est même pas ça qui me dérangeait, parce que je suis capable de retourner la situation. C'était très péjoratif. La façon dont on parlait comme on aurait parlé à un chien, quoi. Moi, je suis pour l'humanité, je ne suis pas pour ramasser les gens quels qu'ils soient. Donc, moi, c'est pas ma conception du soin. Et si un jour, il y a une cadre, la cadre de cette unité-là avait dit quelque chose qui m'a marqué. Elle avait dit, mais prenez soin entre vous, soignants. Comment vous voulez prendre soin des soignés si vous ne prenez pas soin entre vous? Et je me suis dit, mais elle a raison, quoi. Et c'était vrai, parce que l'équipe soignante se déchirait. Bon, après, il faut aussi savoir qu'il y avait des difficultés, parce qu'il y avait beaucoup d'arrêts suite à la difficulté du travail. Et donc, du coup, c'était pas évident aussi non plus pour l'équipe, mais je suis arrivé vraiment à un moment où je pense que c'était le pire moment pour arriver, quoi. Et aujourd'hui, ça se passe bien dans votre équipe d'aide-soignants actuelle? Vous travaillez dans une maison de retraite. Oui, les gens sont au courant? Oui, les gens sont au courant, et non, ça se passe très bien. L'équipe me soutient, la CAN me soutient. J'ai beaucoup de chance, Mais il faut savoir que c'est pas. Moi, ce que je veux, c'est prouver, en fait, c'est tout. À partir du moment où on m'accepte, où on me laisse ma chance, voilà, après, je prouve dans le travail que j'essaie d'être un bon aide-soignant. Donc, ça a été plutôt positif, toute cette visibilité médiatique? Bah oui, alors que franchement, j'ai eu très peur au début. La première fois que j'ai lu un article, c'était pas à la télé, c'était dans l'Ouest France, pour mon livre. Et je suis allé à la maison de retraite, c'est la première fois où je suis allé travailler, vraiment, j'étais l'après-midi à reculons, parce que l'Ouest France était diffusé là-bas, en fait. Enfin, était distribué. Et j'arrive, je fais 2 mètres, et là, on me dit, bah, Florent, la directrice qui veut dehors. Je me dis, oh là là, qu'est-ce qui va me tomber dessus? Elle a dû lire l'article, machin, enfin, j'étais pas bien, quoi. Et au final, elle m'a félicité. Et en fait, elle avait quelqu'un dans sa famille qui était touché, donc elle comprenait très bien. Et bon, super. Donc, globalement. Et j'ai eu aussi un appel d'une autre aide-soignante qui était dans une autre unité, mais qui allait travailler avec moi. Ah, c'est super, Florent, machin. Enfin, non, vraiment, j'ai pas un plan de ce côté-là, clairement, quoi. Mais c'est vrai que de prime abord, heureusement, j'avais déjà un CDI. Et je m'étais dit, ça peut être compliqué. Et ça n'a pas été? Et ça n'a pas été, non, au final. Ça a plutôt été un atout, même, sauf dans l'unité dans laquelle j'ai parlé. Mais bon, après, ça peut arriver. Donc ça a été positif, et puis c'est positif aussi pour les autres personnes atteintes de schizophrénie, puisque vous montrez un exemple positif. On peut s'en sortir, on peut être stabilisé, on peut avoir une vie normale. Vous êtes marié? C'est ça, tout à fait. Ça fait. Je ne vais pas donner de date parce que ma femme va me taper si je me trompe sur la date. Vous ne voulez pas? Voilà, vous ne voulez pas. Hein. Mais je lui fais un gros bisou en tout cas. Vous êtes marié, donc vous avez une vie professionnelle, une vraie carrière d'aide-soignant. Et puis vous continuez à montrer l'exemple, vous faites des conférences. Voilà, tout à fait. Vous avez des livres en cours. C'est ça. J'ai un roman, J'ai tendu la main, qui va sortir prochainement. Ce sera aux éditions Les 10 livres. Là, hier, j'étais sur une conférence à Dourdan. Et je vais faire un concert lecture piano avec l'association Place au piano à la Cité des Arts, internationale des Arts à Paris, bientôt. On est en préparation, donc c'est super, quoi. Vous faites énormément de choses. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir, Florent? Continuer à écrire, continuer à m'épanouir dans ce que je fais. Je me lance aussi un peu dans le slam. Je l'ai fait hier après la conférence. J'espère continuer. Je vais aussi faire des petites vidéos de développement personnel, c'est quelque chose que j'adore. Elles sont disponibles sur mon site pour ceux que ça peut intéresser. On va donner l'adresse de votre site. Ah bah, si vous voulez, vous tapez sur Google Babiette Florent le blog et vous allez trouver en fait les vidéos, les poèmes et tout ça. Et c'est vrai que moi je suis quelqu'un de passionné dans la vie, donc la meilleure chose qu'on puisse me souhaiter, c'est de continuer à être passionné, je pense. Continuer à être passionné, c'est comme ça qu'on vous apprécie. Merci Florent Babiotte, vous êtes le témoin de ce grand témoin bien dans sa tête d'aujourd'hui. Merci à vous. Merci à vous, merci pour l'invitation, merci beaucoup.